Akira, c'est un film qui m'a beaucoup parlé pendant plusieurs années, donc de 1991, on va dire, jusqu'au moins à 2000, je me posais des questions. Parce que j'essayais de comprendre ce qui m'avait profondément touché. Si vous voulez, moi je ne peux pas me limiter, en tout cas je ne pouvais pas me contenter à cette époque-là d'une interprétation vague du film. J'avais besoin de comprendre les choses de façon précise. J'avais besoin qu'on m'éclaire sur des aspects qui étaient curieux pour moi. J'avais besoin de sentir que, oui, j'avais vu quelque chose de fort et qui avait été pensé et réfléchi. Un des premiers indices qui m'avait quand même marqué à cette époque-là, c'était que sur le film d'Akira, Otomo ne signe pas seul au niveau du scénario. En effet, si vous faites très attention, il y a un auteur japonais, qui est assez connu d'ailleurs aujourd'hui, pour peu qu'on s'y intéresse bien sûr, qui s'appelle Iso Hashimoto. Et quand j'ai regardé Akira, le film, et que par ailleurs j'avais pu voir la bande dessinée en japonais, enfin la bande dessinée en japonais est bien sûr traduite en français également, j'avais remarqué qu'il y avait des différences dans le scénario. Je trouve que le film a quelque chose de plus spirituel que le manga. Mais ça n'engage que moi. Et cette dimension spirituelle, je pense que c'est ce qui m'a touché profondément lorsque j'ai regardé Akira, lorsque je l'ai vu au cinéma en 1991 avec mon pote Thomas. Quand je ressors de la salle, on a deux états d'esprit différents. Thomas, pourtant qui était avec moi, a bien vu le même dessin animé, mais moi j'étais dans une autre planète. À ce moment-là, j'étais ailleurs. Dans ma tête et dans mon corps, j'étais, allez, je vais pas dire que j'étais pas la même personne, mais j'avais été transporté, j'étais un peu sonné, j'ai eu besoin de prendre du temps pour reprendre pied sur terre parce qu'il se passait quelque chose dans ma tête. C'est que, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'avais compris le film et j'étais incapable d'expliquer ce que j'avais compris. Je me suis retrouvé avec ce dilemme-là. Je comprends quelque chose profondément, mais je suis incapable d'exprimer en termes de mots ce que j'ai compris. Alors on va me dire, oui, tu sais, c'est ça, c'est le ressenti, il ne faut pas forcément intellectualiser les choses. Je suis d'accord avec cette façon de faire, mais elle ne me suffisait pas. J'avais un profond besoin d'expliquer à quelqu'un que j'avais compris ce que je venais de voir, mais je ne savais pas comment. C'est qu'en fait, effectivement, il me manquait beaucoup d'éléments. Des éléments culturels, concernant la culture japonaise bien sûr, mais aussi concernant la culture en général. Et bon, je le regarde avec décalage, c'est vrai, j'avais à peine 16 ans à cette époque-là. On n'a pas la même culture quand on a 16 ans que quand on en a 38, bien évidemment. Mais bon, j'étais quand même en manque, je voulais comprendre le film et me dire, non, j'ai compris quelque chose. Voilà, bon. À un moment donné, j'ai laissé tomber, puis je dis, bon, bah voilà, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Chaque année, je me rematais Akira. Quand il est sorti en cassette vidéo, je l'ai regardé. Je l'ai regardé une fois, deux fois, parfois 3 fois dans l'année. Je le mettais de côté. Et puis comme ça, de fil en aiguille, jusqu'en 1999 et même en 2000, là, je me suis intéressé profondément à Akira et je me suis dit, ça y est, je peux l'expliquer. Je peux l'expliquer tout simplement parce que je venais de lire un livre majeur, je pense même dans l'histoire de la culture mondiale. Je pèse mes mots. Et ce livre, c'est La face cachée du cerveau. Le jour où j'ai lu ce livre, La face cachée du cerveau, donc ça c'était la deuxième édition. La première édition que je me suis racheté est en 2 volumes, et je pense qu'il faut toujours avoir ce livre en 2 volumes. Donc ça c'est l'édition de 1989. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit maintenant je peux écrire sur Akira. Maintenant je peux écrire sur Akira, pourquoi? Parce que pour la première fois de ma vie, j'ai eu accès à une dimension de la culture universelle que je n'avais trouvée nulle part ailleurs. Et cette dimension universelle que j'avais de la culture, je l'ai trouvée dans La face cachée du cerveau. Et grâce à ce livre, je me suis dit, maintenant je peux écrire sur Akira. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai écrit un mémoire. Mémoire de maîtrise à l'université de Paris 8, qui avait pour titre La question du mouvement et des archétypes dans le film Akira de Katsuhiro Otomo. Voilà, ça c'était le titre officiel. Vous voulez mieux le voir. Hein. Mais ce
qui m'intéressait forcément, véritablement, c'était de parler d'archétypes. C'est de ça dont il est question dans Akira. Ce sont les archétypes. Alors, qu'est-ce que sont les archétypes? Ce sont des unités de valeur universelles. Ce sont des constantes universelles. Elles ont été repérées par les scientifiques, de différentes manières, et dans différents corps scientifiques. On les retrouve dans les contes, on les retrouve dans les traditions, on les retrouve partout. Et dans le cas d'Akira, eh bien, ce sont ces valeurs qui sont en jeu. Sauf que j'y ai été sensible parce qu'elles m'ont été montrées d'une manière extrêmement particulière et qu'il y a une valeur fondamentale qui est dépeinte dans Akira, qui est montrée, et c'est cette valeur-là qui m'a touché directement ici. Et donc ce qui m'a amené finalement à m'intéresser davantage au film d'Akira, c'est de pousser la réflexion plus loin. Alors oui, ceux qui me connaissent, vous savez, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup parler. Mais j'aime beaucoup réfléchir aussi également et trouver des solutions aux problèmes. C'est un truc qui est comme ça chez moi. S'il y a un problème, j'aime bien lui trouver une solution. Bon bah des fois je trouve pas de solution, je laisse tomber et je me dis bon bah tant pis. Mais Akira, c'était un problème que je devais solutionner. C'est-à-dire que j'avais compris quelque chose de fondamental et la découverte d'un livre comme La face cachée du cerveau m'a aidé à mettre des mots sur des notions qui étaient abstraites. Et quand, après avoir vu La face cachée du cerveau, en fait, ce qui était curieux, c'est qu'à l'époque, pendant que je lisais La face cachée du cerveau, je n'arrêtais pas de faire des liens, non seulement avec Akira, mais avec tout un tas de choses. Mais Akira revenait, comme ça. C'était un échange entre la face cachée du cerveau, les notions archétypales qui étaient décrites par Dominique Aubier, et comment je les avais vues présentes dans Akira. Et du coup, je me suis dit, ça y est, je sais ce que j'ai compris. Je sais que ce qui est essentiel était juste là à ma portée. Mais j'ignorais que c'était ce thème qui était en jeu et qui nous est même montré à l'intérieur d'Akira. Donc la façon dont j'écris ce livre, elle est un petit peu particulière parce que je vais y mêler, alors ça va peut-être surprendre beaucoup d'entre vous, des éléments de ma vie personnelle et ce qu'on pourra appeler des critères objectifs. C'est-à-dire que quand j'appelle ce livre Akira l'explication, j'ai pas la prétention de vous donner l'explication absolue parce que je pense qu'il existe énormément de lectures possibles. Ce que je vais faire en revanche, c'est que je vais partir des faits tels qu'ils sont présents dans Akira, tels qu'ils sont présents dans le dessin animé. Je vais vous parler de technique, je vais vous parler d'animation, je vais vous parler d'histoire de l'animation, parce que c'est important. Mais je vais aussi vous parler de symboles, de décryptage de symboles. Je vais vous parler de qu'est-ce que c'est que la progéria. La progéria, c'est la maladie des petits-enfants. Je me suis demandé quand je regardais Akira, mais pour quelle raison Tomo a choisi cette maladie plus qu'une autre? Je me suis intéressé à la progéria parce que dans le film d'Akira, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Quand on voit le visage de ces enfants, au départ, je ne sais même pas que c'est des enfants. Je comprends que ce sont des enfants à cause de leur voix, à cause de leurs attitudes et à cause de leur environnement. Mais sinon, au départ, j'ai cru que c'était des petits vieux. Mais leur jeunesse, on la ressent et on la comprend notamment par la voix. C'est pourquoi le son est très important, à mon sens, dans Akira, pour percevoir qu'il s'agit d'enfants. C'est la voix qui nous permet d'accéder à la jeunesse de ces êtres qui sont atteints d'une vieillesse prématurée. Donc, ça, c'est une question qui m'a beaucoup intéressé. Et donc, j'ai fait des recherches sur ce que c'était que la progéria. Le nom ancien, avant même progéria, on disait le syndrome Gilroy-Hutchinson. Ce sont des recherches que j'ai menées via Internet, j'ai acheté des bouquins, de la recherche, quoi. Pourquoi? Parce que je me suis dit, pendant des années, les journalistes de l'époque auraient pu faire ce travail. J'ai estimé que j'étais peut-être pas la meilleure personne pour faire ce travail. Mais j'étais tellement frustré de ne pas avoir d'explication qu'un matin, je me suis levé et je me suis dit, mon petit bonhomme, l'explication, peut-être que tu vas l'attendre longtemps, et si personne ne te la donne, tu l'auras jamais. C'est cette motivation qui est à la base de mon désir d'écrire sur Akira. C'est que j'aurais aimé avoir cette explication. Ceux qui parlent le japonais, qui ont été au Japon, mais pour moi, je me disais, ah super, ils vont revenir, ils vont m'expliquer. Eh ben non.
Parce qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, c'est sûr. Je ne parle pas encore le japonais. En revanche, j'y fais avec les moyens qui étaient les miens et j'ai exploré différents domaines de vie, différentes approches. Et en arrivant sur la face cachée du cerveau dont je vous ai parlé, ça a déclenché ma décision de passer à l'action. Donc à la base, j'écris sur Akira parce que j'ai eu la frustration de trouver personne qui soit capable de me donner une explication à quelque chose que j'avais vu, que j'ai aimé et que j'ai apprécié. Les enfants et les égarés sont comme des feuilles, et l'écran leur offre l'encre de la violence. À la recherche d'une identité, d'une vérité, de la frontière entre le clair et l'obscur.